Voilà. Mesdames, Messieurs, je suis très très heureux d'être là dans une belle ambiance. Après des propos qui mettent la barre assez haute, donc à la récréation on verra. Vous avez dit que depuis septembre 1981, je suis au Centre Eddie de Perrin. Et c'est vrai que si je suis là, c'est grâce au Centre Eddie de Perrin, aux personnes qui y travaillent et aussi aux résidents, qui sont une mine de jouvence éternelle. Je tiens à le dire, je me souviens d'une patiente souffrant de troubles du spectre autistique, mais du grand spectre, pas du petit spectre. Elle m'a dit « Ah, mais depuis combien de temps t'es jeune, toi ?» Bon, et je crois que c'est un bain de jouvence extraordinaire. On a plein de phrases, plein de choses comme ça qui vous chauffent le cœur, donnent des idées, donnent des perspectives, donnent de l'énergie, donnent de l'envie. Donc ça sera un petit peu le thème général. Et je vais appuyer la première diapo qui... Ah, j'arrive pas à lancer. Ah, il faut appuyer sur un bouton là-haut. Ah, d'accord. Pardon. Alors, petite méthode. Alors, petite méthode pluriel, singulier. On va dire le pluriel, dans le titre, c'est tout. Voilà. Pour avoir des raisons d'espérer. Vous êtes d'accord Il faut le croire. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Il faut faire autre chose. Mais c'est une question de foi, de croyance, d'espoir, et nous sommes payés pour ça. Et que ça, je dirais. Ça, j'ai dit. Alors, c'est un défi. Mais ce défi est assez facile parce que vous un accueil extraordinaire, une musique d'ambiance particulière, un peu précoce. Je pense que c'était pour ce soir. Et puis trouver des convergences. Alors là, c'est vraiment, oui, c'est un cadeau. C'est le royer. Ça vous intéresserait? Oui, oui. Et après, mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Donc un défi, c'est un petit peu, le défi, c'est un peu combat. Vous savez, relever le gant et côté se battre. Et puis, ce que je veux, c'est un petit peu l'espoir, croire, réfléchir, penser, pas trop non plus, et puis surtout vouloir et pouvoir. Et je pense que pouvoir, c'est le grand thème, parce que j'ai trop vécu dans certains hôpitaux où je suis resté 44 ans, des réunions d'impuissance. Des impuissances. Vous rentrez tout frais comme un gardon, et vous sortez, vous dites, mais c'est pas vrai, ils nous arrachent la tête comme les crevettes. On n'en peut plus. Alors c'est pour ça que moi je travaille maintenant dans un truc de burn-out, vous savez. Un hôpital de jour, ça s'appelle Psyprolion. On remet la tête sur les épaules aux gens qui ont perdu la tête, donc au travail. Mais perdu la tête. Voilà. Pouvoir, oui. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire la nostalgie, sentir la naphtaline, du temps de Jean Guyotat, du professeur Couder et tous les autres. Oh là 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 là, c'était bien. C'était très bien, c'est vrai. Mais c'est plus maintenant. On ne les a pas oubliés. Et comme je dis dans les EHPAD, le seul avenir certain que nous ayons, c'est la culture de nos souvenirs. Alors ceux qui travaillent en EHPAD, c'est qui? Multipliez-vous parce que je vais arriver. Osons parler du passé, bon Dieu. Ça change tout. Cultivons le passé. C'est le seul. On ne sait même pas ce qu'on va manger ce soir. Enfin, moi je ne sais pas. Mais le passé, on sait. Donc il faut le cultiver, il faut le respecter, le passé. J'insiste. J'aurais pu vous dire aussi que le métier a changé. Avant, je n'avais pas d'ordinateur, maintenant j'ai un écran ou deux écrans. Et entre deux écrans, je vois le visage ou un œil de mon patient. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Depuis que je travaille à Psypro, j'ai dû écrire en 3 ans et demi 10 fois plus qu'en 44 ans de texte. Mais c'est impressionnant, je me fais peur. Je ne dis pas que je m'envie, comme disaient mes patients. Je me dis, je fais des choses très fortes. Je me dis, mais j'ai à quel point? J'en arrive à m'envier, tellement je suis fort.
Ah non, mais ils étaient très malades. Hein. Très, très malades. N'arrivez pas à ça. Hein. Donc les processus secondaires, alors c'est sûr, l'informatique, oh là là, quand on est très dépendant. Hein. La souris, le clavier, le mot de passe perdu, le truc. Mais enfin, je ne sais pas si vous vivez ça, mais on n'est jamais consolé pour ça. Hein. Alors, il y a des petits malins qui vous disent, il y a peut-être un problème entre le fauteuil et le clavier. C'est-à-dire, c'est vous. Problème. Non, mais moi j'ai un copain, il me dit que ça, tout le temps ça. Non, quand même, non, ça existe ces problèmes. Alors la certification, moi j'ai un peu trempé dedans, enfin hélas, oui, entre 1993 et 2002, j'ai un peu trempé dans la certification, qui s'appelait l'accréditation avant. Hein. Et puis par erreur, à l'Assemblée nationale, un médecin lyonnais, greffeur de main et de rein, professeur du Bernard, a inversé les deux mots. C'est bien que c'est pour ça qu'on a changé. Je ne sais pas si vous le saviez, hein, mais l'ordre du jour, et après on a changé tous les trucs. Des bouquins entiers ont été repassés en Sicile, marché d'offres européen. Je ne dis pas le coup. Hein. Alors, la certification, nous on l'a vécu il n'y a pas très longtemps pour la première fois à Psypro, et donc on s'est rendu compte qu'ils ne s'intéressaient pas trop, ils étaient très gentils, hein, rien à dire, mais ils ne s'intéressaient pas trop à ce qu'on faisait, mais surtout au processus secondaire. Ce n'est pas la métapsychologie, hein, c'est-à-dire la traçabilité, des trucs comme ça, et on dit, mais notre métier, ils ne s'intéressent pas à notre métier. Donc on était tout prêt à les accueillir, leur montrer ce qu'on faisait, mais ils ne nous ont rien demandé. Donc c'est pour ça que j'ai parlé du métier. Alors, moi je pense que c'est ça. Hein. L'acte de soin, enfin, l'acte d'accompagnement, c'est quand même le cœur. Hein. Les processus secondaires, c'est très intéressant, c'est très important, mais qu'est-ce qu'on fait au milieu? Et qui regarde la qualité de nos entretiens? Quelqu'un? Enfin, moi, je m'auto-regarde et j'essaye. C'est pas facile. J'aurais pu parler aussi des générations X, Y, Z et autres, où on ne parle pas le même langage tout à fait, des mêmes référentiels. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais c'est ouf. Hein, c'est-à-dire que tous les 5 ans, c'est une nouvelle génération. Donc une nouvelle culture, donc de nouvelles façons de parler, d'inspirer. Hein, inspirez-vous. Hein. Et voilà. Le glissement des fonctions et des tâches, maintenant je suis totalement autonome. Car j'ai les rallonges électriques, j'ai les trucs, je fais tout seul. Hein, je peux m'en voir, mais voilà, autonomie. La qualité continue des soins et de l'accompagnement selon le pourcentage d'intérimaires. Alors là, vous l'avez cité au début, hein, les intérimaires. Hier, j'ai vu une patiente, elle me dit, dans l'établissement où je suis là depuis 2 mois, on a 70% d'intérimaires. Nous avons quelques difficultés pour la continuité de l'accompagnement. Comment faire? Enfin, je ne sais pas, il faut inventer un truc. Ce n'est pas moi qui le ferai, mais alors, effrayant. On recommence à zéro, c'est-à-dire le passé, c'est il y a 3 heures. L'histoire, mais alors l'histoire, ça n'existe pas, c'est une nébuleuse. Donc là, on a un problème, mais gravissime, je dirais. Comment quelqu'un peut se sentir connu, respecté, écouté, compris et aidé par des personnes qui sont des satellites? Ils vont prendre le pouvoir. C'est comme dans les prisons. Hein. Les longues peines prennent le pouvoir. Donc j'ai envie de parler de ce que j'essaye de faire et que je pourrais mieux faire. Donc des entretiens, on en fait beaucoup. Enfin moi je fais que ça. En 3 ans, j'ai compté environ 10 000 entretiens. Et on n'en parle pas souvent. C'est ma salle opératoire, c'est mon champ opératoire, c'est ça. J'ouvre pas des cœurs, pas des têtes, des vies, comme ça. Et on va voir comment on peut peut-être s'améliorer continuellement sur ce sujet. Hein. Donc j'aimerais vous faire partager quelques points qui me sont parus essentiels au fil du temps. C'est dommage qu'on n'ait pas un prompteur devant. Là. Ah, mais il est là. Oh, c'est sûr. Bolchoï, oui, mais pas moi. Un art du dialogue, donc, dont la finalité, alors ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, est de permettre la prise des meilleures décisions
avec et pour le patient. Alors quand je dis patient, ça peut dire personne, résident, etc. On ne va pas reprendre sur ce sujet-là, compris. Connaître le seul passé nécessaire pour préparer l'avenir. Nous ne sommes pas payés pour le passé de nos patients, nous sommes payés pour leur préparer leur avenir. En conclusion, je dirais, nous sommes des agences d'avenir, syndicats d'initiatives thérapeutiques, des parcours, des trajets, nous sommes que pour ça. Ça peut choquer certaines professions. Je le dis bien, je le sens, mais c'est mon boulot. C'est pas réparer les 8 jours passés, c'est préparer la semaine qui vient. Pas ailleurs. Se présenter. Alors moi j'aime bien me présenter. Est-ce que vous vous présentez suffisamment? Mais on sait que plus un psy, entre guillemets, se présente généreusement, plus il aura des réponses épaisses, corroboratives, informatives. Plus on est sec, bon, je vous écoute. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment vous plaire? Comment ne pas avoir peur de vous, etc. Donc soyez généreux. J'explique que je suis à la retraite, mais que finalement je travaille, que j'aime mon métier. Ah, c'est pas mal ça, c'est intéressant. Ça vous intéresse? Oui, moi je m'intéresse aux choses intéressantes, comme disait un patient. Vous vous intéressez à quoi? Aux choses intéressantes. On est bien avancé là. Demandez aux patients qui se présentent, de se présenter. Eh bien, présentez-vous. Je suis un vieux psychiatre qui fait peur à ses patients. J'ai plus de patients. En peu de temps, vous apprenez beaucoup de choses. En EHPAD, faites-le. À qui ai-je affaire? Un monsieur suicidaire en EHPAD, à but très lucratif, me dit un des chauffeurs du général Delade de Tassigny. Ça change tout. Alors, Delade de Tassigny, pont Delade de Tassigny, Lyon, je vous dis, petit, j'étais rue du Cannes, j'ai vu De Gaulle aller inaugurer le pont Delade de Tassigny. Ça change tout. Et une fois en EHPAD, je vous le dis, j'aime bien demander à quelle école vous étiez. Il me dit à l'école du Chapeau Rouge. Heureusement que j'étais assis. Je dis moi aussi. Et on a parlé des profs. En blouse grise. Et on buvait du cacolac. Du cacolac. On avait bien commencé. Une autre anecdote. Si j'ai le temps. Je suis bavard. En EHPAD, un monsieur hémiplégique, cancéreux, il veut aller rentrer à la maison, aller chez lui, mais il y a un coucou dans le nid. Son épouse a refait sa vie. Donc elle l'emmène qu'au restaurant. Lui, il veut y aller parce qu'il y a un pistolet aussi pour se tuer. C'est l'histoire qu'on me donne. Je lui dis, mais alors, présentez-vous. Eh bien, monsieur, je suis un fabricant de parapluies. Fabricant de parapluies. Je dis, est-ce que vous avez un magasin rue de Brest? Pour les Lyonnais, vous connaissez la rue de Brest? Il me dit, vous savez pourquoi ça s'appelle la rue de Brest? Alors, parce que la direction, c'est pas tout à fait. Vous n'arrivez pas à Brest. Il me dit, vous savez, comme Brest a été bombardé 183 fois par les forces alliées, notamment les Anglais, le maire de Lyon a aidé la reconstruction de Brest. Alors le maire de Brest a dit, il y aura une rue de Lyon à Brest, et Édouard Herriot a dit, il y aura une rue de Brest à Lyon. Mais je ne suis pas venu pour rien. Je ne suis pas venu pour rien, vous m'avez appris des choses. Nous apprenons de nos patients, et c'est une richesse, ne pas l'oublier. Dans l'entretien, j'aime bien dire, voici comment on va procéder. J'avais demandé ce qui vous arrive. Deuxièmement, nous allons essayer d'en faire la synthèse. Il n'est pas impossible que je demande un avis à mes collègues, si je ne sais pas. La double lecture des radios peut protéger. Et on marque dans le dossier. Ayant demandé mon avis, j'ai décidé la sortie. Et là, on est un petit peu inoxydable face à des avocats. Ce qui vous arrive, nous allons faire la synthèse. Et ensuite, et seulement ensuite, nous allons aborder la question des solutions qui s'offrent à vous
On offre des solutions. Et j'aimerais commencer par celle que vous préférez. Ah, mais je vais les tuer, je vais les tuer. Oui, expliquez-moi. Alors vous êtes bien attaché, ceinture de sécurité, impatient. Je n'ai pas vu il n'y a pas longtemps. Je lui dis, mais vous allez le tuer, vous allez le tuer? Oui, oui, je vais le tuer. Vous savez, j'ai des belles dents, j'ai des bonnes dents. Je dis, mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je vais lui arracher la carotide. Son chef l'a étranglé au travail. Je vais lui arracher la carotide. Je n'aurais pas pris l'énergie qu'il avait. Je vais le tuer. Oui, pense morticole. Vous savez, comme les Ondaudet, les morticoles, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Donc attention, plan de prévention. Pas le garder. Bon. Il est en ambulatoire, mais il peut m'appeler à chaque instant. Si ça monte, et elle me dit, alors, non, j'ai un plan B. Ah, ouf, je vais m'auto-immoler par le feu au travail. Oh, quel métier, hein? Quel métier, hein? Vous avez acheté du carburant? Non, non, c'est interdit. Ouf. Donc je commence toujours par les solutions. Sortir, ne pas prendre de traitement, faire comme ça. Pour ensuite, ça donne des billes pour argumenter ma décision. Avec ce que vous m'avez dit, j'ai suffisamment d'arguments pour vous proposer, par une loi, alors c'est quoi, c'est 31 juillet 2010, 11 ? Je ne me souviens plus, je ne fatigue plus ça. Association à la demande d'un tiers. Combien ? 5 ? Oh là, j'ai complètement oublié, c'est affreux. 5 juillet 2011, la République française a prévu ça. Alors vous savez, c'est une chaise à porteur, velours rouge, un médecin extérieur, un psychiatre intérieur, et ça vous amène vers les soins. C'est un cadeau de la République. Oh, non, j'y vais, je peux m'en passer. Présentez bien ça. C'est une chaise à porteur de soins. Tous les pays n'ont pas ça. C'est un honneur d'avoir ça, l'accès aux soins. Deux médecins qui vous portent, oui. Un devant, un derrière. Allez, on y va. Se présenter en EHPAD, je l'ai dit, je passe. Anticipation prévenante. C'est un psychiatre du Bronx, pas à Bron en Lyon, le Bronx. Hein. Il y a des patients assez grands, bien shootés. Et avant de commencer à parler, dès qu'ils peuvent parler, on leur demande, est-ce qu'il y aurait des sujets qui sont trop douloureux pour vous? Il faudrait éviter. Alors une personne me dit, le mot la mer, MER. Pour quelle raison? Ben, quand elle m'a emmené à la mer, ma mère, elle m'a dit, tu vois, toute cette eau, c'est magnifique, ça fait penser combien de fois j'ai voulu te noyer comme un petit chat. Maman était morte, hein, mais elle rêvait que maman était debout, et elle me dit, vous savez, en plus, elle trouvait que mes cheveux, c'était du foin, comme les artichauts en Bretagne. Elle passait son temps à faire des tresses à ma sœur. Une fois, un patient m'a dit, vous savez, on peut parler de tous les sujets sauf de moi. Oh ben écoutez, il n'y a pas de problème. Churchill, De Gaulle. Ah, on peut parler de moi peut-être alors. Voilà. Alors c'est tous les mots noirs. Hein. Alors, le mot. L'autre jour, j'ai dit, j'ai voulu, voilà, j'ai vu un peu psy, j'ai dit, c'est un peu incestuel ce qui se passe dans votre. C'est un régime spécial. Un comité médical, c'est tout mélangé, intriqué. On me dit, m'en parlez pas. J'étais abusé par mon père. Les mots noirs. Un patient, c'est une chose noire, c'est un siège de voiture chaud, parce qu'il a pris une mine en Afghanistan. Donc il se garde toujours à l'ombre. Ça vous dit quelque chose, hein? D'autres, c'est le rayon boucherie. Je ne vais jamais dans une grande surface parce que le rayon boucherie, ça me rappelle des choses. C'est pas possible. Je ne peux pas y aller. Il faut que j'ai le plan. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ne me faites jamais de compliments parce que ma mère n'a jamais fait de compliments et elle est morte. Et je n'aurai jamais de compliments. Alors ne m'en faites pas par pitié. Ceci permet quand même de gagner beaucoup de confiance, je dirais. Et on demande à la personne, comment vous faites pour vous apaiser quand, à la télé, vous voyez ça, vous êtes exposé, comment vous faites? Et ici, même dans le service, on pourrait peut-être essayer de l'appliquer.
On voit des personnes qui sont très impulsives, mais ça ne se voit pas parce qu'ils se contiennent. Ils sont menottés, ils se menottent. Ils ne peuvent pas soigner. J'ai eu des personnes qui me disent, si vous prenez combien d'énergie pour vous contenir aux 90%, il ne reste que 10% pour se soigner. On ne peut pas se soigner. Il faut la sécurité. Ça peut réduire le risque de désorganisation psychique, les personnes qui sont dissociées parce qu'on a dit un truc. Alors moi j'ai l'impression que c'était ça. À Bâle, en Suisse, aux écoles d'infirmières, on dit, en psychiatrie, on parle les mains collées au corps, parce qu'il y a des gestes qui peuvent rappeler les gestes de l'agresseur. Pas de pointage. C'est ça, dire, allez, laisse ta culotte, montre. Attention, collé au corps. Les gestes ouatés, enveloppés, la voix, le nombre de décibels compte énormément pour les borderline, vous le savez. Vous montez d'1 décibel, 2 décibels, c'est fini, c'est parti. La lenteur de la parole, ne pas parler trop vite, si on veut être écouté. Mais on parle trop vite, on dit trop de choses. Je suis arrivé même quelquefois à des patients où je disais des choses en entretien, ils ne retenaient rien. Et vous avez retenu quoi de l'entretien d'1 heure? J'ai un rendez-vous. Ben merci. La prochaine fois, vous enregistrez l'entretien et vous le réécoutez. Prenez des notes pendant l'entretien, s'il vous plaît. On en dit trop. On en dit trop. Ils sont saoulés. Puis après, on répète. Donc, on a l'impression d'être des perroquets, mais on n'est pas des perroquets. Donc, ce psychiatre du Bronx a montré que ça réduit les mesures d'isolement, de contention, la pose des psychotropes et que ça réduisait le nombre d'incidents dans le service. Anticipation prévenante avant de commencer. Si vous avez des informations, je dis, avant de commencer, voici ce que je sais de vous. Vous avez été référencé par tel médecin, par comme ceci, j'ai appris ça. Votre maman m'a téléphoné il y a 10 minutes. Enfin, quelqu'un m'a téléphoné il y a 10 minutes. Ma mère, ben oui. Soignez bien ma fille, mais vous ne l'écoutez pas. Elle ment tout le temps. Donc là, vous êtes menotté. Si vous ne le dites pas, vous allez vous faire prendre par la patrouille. Mais c'est votre mère qui vous a téléphoné. Ben, oui, j'ai pas osé de vous le dire. Ah, Bambi découvre la neige, psychiatre, on m'a dit. Nos peurs, non. La transparence paye. La transparence est une force. Dire les choses telles qu'elles sont. Et dire les choses, dire aussi qu'on ne sait pas. C'est très beau de dire « je ne sais pas ». C'est très beau, plutôt que de dire « je pense ». Je peux vous le dire, enfin, je pense, vous l'avez déjà entendu, dans les transmissions ciblées, peu ciblantes. Est-ce que la famille de M. Truc est venue hier? Je pense. Cet enfant, on coupe la jambe droite ou la jambe gauche? Oh, la gauche, je pense. L'autre jour, j'ai demandé à mon épouse, est-ce que tu m'aimes? Elle m'a dit, je pense. Je n'ai pas dormi 3 nuits. 3 nuits, je pense. Attention, je pense. Il y a des bons je pense, mais des mauvais je pense. C'est-à-dire qu'on construit un truc qu'on ne sait pas. Il est marié. Oh, je pense, oui. Il va mieux. Oh, ben, je pense. Oh, il n'a pas téléphoné. Ben, ah bon. On va continuer comme ça. Vous passez à côté du métier. Hein, c'est du plaquage. Ce n'est pas du métier. On peut poser beaucoup de questions, mais il y en a qui sont meilleures. Donc, par le millier de questions, il y en a un peu les 20 meilleures. Et je pose quasiment toujours les mêmes. Qu'est-ce qui vous arrive? Plutôt qu'aux urgences, le gars sur le brancard, comment ça va? Non mais, attendez, vous l'avez, hein, moi, j'ai un accident de vélo, j'ai une deuxième bouche, on me recoue, on me fait parler du professeur Michel-Marie Cardine, ça a connu. Je vais me causer la bouche, je ne peux pas vous... Ne me crachez pas du champ. Qu'est-ce qui vous arrive? À l'après-midi, dans une clinique de Lyon, je vais voir l'ami d'un ami, lui-même médecin, il est dans le lit, comme ça, dans le noir. Il dit, vous éclairez pas? Non, je ne mérite pas. Bon. Je dis, qu'est-ce que vous attendez? Il me dit, la mort. Vous avez vu le psychiatre ce matin? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, je suis mélancolique. Mais je suis médecin, alors je le savais. Hein. Ah bon? Quelle est la question qui vous a manqué? Il ne m'a pas dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je lui aurais dit que j'ai découvert un cancer du sein avancé
chez ma compagne, que je ne l'ai pas vue, qu'elle ne va pas bien, et que ça me rappelle que mes parents sont morts de cancer, et que j'ai perdu des centaines de patients de cancer, et que je suis un mauvais médecin, et que je dois vendre ma maison pour un euro symbolique, que je dois vendre une voiture, et que je dois me pendre. Ça, je n'ai pas pu lui dire. Des questions dynamiques, dans le chemin, dans le sillage de la souffrance. Hein, j'insiste. Hein, mais pas des réponses fermées. Oui, non, ça va pas. Voilà. Donner rapidement le sentiment à la personne d'être au meilleur endroit. C'est-à-dire toute la planète, ça fait 20 ans que on me disait de consulter, je consulte. J'aurais dû le faire avant. C'est tellement bon. Presque bon. J'avais tellement peur, tellement d'idées reçues. Ils se disent, mais c'est si simple. C'est si simple. Minimum de questions. Bloc de marbre. En début d'entretien, arrive quelqu'un que vous ne connaissez pas, membre de Carrare, 8 tonnes, comme 8 milliards d'individus. Avec nos questions, masse et burin, on va faire tomber des pans entiers de marbre qui ne sont pas la personne pour obtenir ce qu'obtient Michel-Ange, un cas clinique sculptural. On va passer de 8 milliards à 1 en quelques minutes. C'est l'enjeu et c'est le minimum de questions. Vaut mieux 17 questions que 170. Respect en surface, précision en profondeur. Quelle a été la pire pensée qui vous a décidé à décrocher le téléphone? Toujours les sommets. À Clermont, il y a des sommets. Ils sont ensoleillés. Il y a de la brume. À Lyon, il y a la Croix-Rousse, la colline où on prie, la colline où on travaille, la Fourvière, Croix-Rousse. Mais travaillons sur le pire, sur les sommets. La pire pensée, la pire parole que vous avez entendue, le pire geste que vous auriez pu faire. Vous gagnez énormément de temps. On ne doit pas savoir tout de la vie de la personne, loin de là. On doit en savoir 1, 2 ou 3%, et c'est déjà pas mal. Mais trouvons le 1, 2 ou 3% intelligents qui vont nous permettre d'avoir une base de données valide pour prendre les meilleures décisions avec et pour la personne. Donc, respect en surface, précision en profondeur. Quelle aurait pu être votre réaction? Comment ça aurait pu finir si la police n'était pas intervenue? Ça s'appelle une supposition douce. Je vais y revenir parce que j'adore la supposition douce. Le plan de l'entretien, c'est plutôt les peurs. Avant d'aborder le contenu de la souffrance, qui me semble essentiel, c'est est-ce que la personne est victime de peur? Peur de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, d'être un objet petit a ou petit b de la psychiatrie, d'être hospitalisé, etc. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disaient « Écoutez, je ne viens pas à la consultation parce que je ne vais pas bien. » Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être prenables, d'être hospitalisables. Donc, ils viennent en consultation pour sortir vivants de la consultation. Je ne me suis pas lavé, je ne viens pas. Je me lave, j'y vais. Parce qu'ils ont peur d'être pris par la patrouille. C'est pour ça que quand on a eu cette crise sanitaire extraordinaire, Covid, vous vous souvenez, on a fait du téléphone. Et les gens, comme ils n'étaient pas prenables, on ne pouvait pas sortir, nous. On avait les bracelets électroniques, en PSE, placement surveillance électronique. On ne pouvait pas sortir, ils n'étaient pas prenables. Eh bien, ils vous ont lâché le matériel. Et j'ai appris par téléphone des choses que je n'ai pas sues en 20 ans. Parce que ça ne risquait pas. Et en plus, le téléphone, incroyable. C'est plus près que le face-à-face. Pourquoi? Parce que ma bouche est dans son oreille et sa bouche est dans mon oreille. Et quand vous avez une belle voix, vous avez une proximité, mais troublante quelquefois. Vous avez... C'est pas vrai. En direct, en live, incroyable, dans la cuisine. Alors qu'autrement, il y a... Oui, ça va à peu près, oui, ça va. Vous me faites une petite ordonnance, c'est bon, hein? Là, ils savent se finir, hein. J'avais une patiente, très bien pour l'ordonnance, elle me disait, elle me tutoie, je la vous vois, j'y peux rien. Je me dis, chaque fois, tous les 2 ans, je lui demandais quels sont mes défauts.
Parce qu'ils nous regardent, hein. On les observe et nous garantit, on change de voiture, de trucs, de jantes. Je travaille à Vonvelin, donc les jantes, c'est important. Hein. En dessous de 19 pouces, vous êtes un minable. Hein. Ah non, mais c'est... 16 pouces, mais ça se fait pas, ça. Je peux en avoir facile. On fait pas de commerce ici. Hein. Et donc elle me dit, t'as toujours le tic, là, tu te tords le cou souvent, comme ceci. Et puis quand tu me dis, est-ce que je fais une ordonnance, tu me coupes la parole. C'est fini l'entretien. Bon, est-ce que j'ai un autre défaut? Ah, elle me dit, non, c'est pas un défaut, mais c'est le tampon. Hein. Parce que quand tu fais le tampon sur l'ordonnance, quoi? Tu as la jouissance du fonctionnaire. La jouissance du fonctionnaire. Ça sort, petite famille. Enfin, aucun psychanalyste n'aurait pu le dire. Aucun. Les peurs, c'est des germes de résistance. Oui, ben ça va à peu près, coup-ci, coup-ça. Je ne vais pas vous le dire, parce que je ne vais pas être pris. Sans oublier nos peurs. Parce qu'au début, est-ce que je suis à la hauteur? On me l'a envoyé parce que plus personne n'en veut. Il a crevé déjà beaucoup de pneus de voiture. J'ai eu un patient comme ça, il crevait les pneus des voitures des psychiatres. Alors, il était pénible. Hein, voilà. Parce qu'il nous accusait de nous incarcérer dans son matériel génétique. On lui demandait, mais est-ce que vous me racontez? Mais vous le savez, vous êtes toujours là. Puis un jour, il me dit, Monsieur Tira, ça vient d'où les idées noires? J'ai exploré. J'aurais dit, les idées de suicide? Non. Quelles idées noires? Ben, il me dit, l'envie de tuer. L'envie de tuer. Comme j'étais pressé, j'ai dit, est-ce que vous avez pensé à me tuer moi? Il me dit, oui, bien sûr, rassurez-vous. Ah ben oui, rassurez-vous. Non, rassurez-vous, non, j'ai pas. Alors, quelle question on pose là? Parce que c'est de la pédagogie, je vous fais. Après, qu'est-ce qu'on pose comme question? Ben quand? On ne dit pas comment. Vous savez, dans le suicide, on dit comment et puis quand après. Non, ici, moi, je dis quand. On dit, c'est pas pressé. Allez, je vous le donne. Attention, quand, c'est mieux que comment. Ne l'oubliez pas. Hein. Votre amour vous dit, je vais te quitter. Dites pas comment, dites quand. Oh ben un jour. Ah ben d'accord, ça va. Les souffrances de la personne ensuite. Donc c'est important de mettre au jour les souffrances et le vécu dans une approche très phénoménologique. Hein. Qu'est-ce que les yeux voient, le cerveau pense, le cœur éprouve, le corps ressent. Ben, c'est ça. Hein. L'être à soi-même, le rapport à soi, les besoins de la personne. Les gens qui vont... La psychochirurgie, ils veulent. On ne fait pas ici. Hein. Les besoins, les attentes. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? On ne peut pas... Voilà. Ils nous attendent des fois beaucoup, des attentes réalistes ou irréalistes. Ah, j'aimerais trouver l'amour. N'en fais pas. Alors, peut-être un groupe. Alors, je vous mets dans un groupe, on verra. Thérapie de groupe, vous savez. Ah, une patiente qui arrête, hein, elle est enceinte. Ah bon. Bon, c'est les fruits du groupe. Okay. Les attentes, et puis les préférences. J'aimerais pas hospitaliser, je veux être hospitalisé, je veux pas de médicaments, je veux que de la naturopathie, je veux manger que du magnésium. Incroyable. Alors actuellement, c'est un fléau. Hein. Je ne sais pas si vous avez ça, mais alors, je suis déprimé, je suis comme ça, je suis malade, je veux une maladie professionnelle, tout ça, mais je veux pas de traitement. Ça ne va pas passer. À la CPAM, ça ne va pas passer. Hein. Ouais, alors, vous me faites l'ordonnance, mais je ne prends pas. C'est pas du métier. La biographie. En EHPAD, en médico-social, il faut qu'il y ait une biographie de la personne. Rédigée avec elle, avec ses proches, et qu'elle reste. Et on ne parle pas à cette personne si on n'a pas lu la biographie. Parce qu'on peut parler d'enfants alors qu'il n'y a pas d'enfants. On peut faire des maladresses sans cesse. Il faut qu'il y ait une biographie. Moi, même si elle est courte. Enfin, je vous en ai envoyé une. Hein. mais il faut que... Voilà.
À qui ai-je affaire? D'abord, par pitié. Ça va? Bien manger? Bon, allez, on se couche. Bon, bien manger? Ça va? Allez, on se couche. Quelquefois, je suis expert pour des suicides. J'ai un SAD dossier. RAS, rien à cirer. Enfin, non, ça ne s'écrit pas pareil, mais comme d'habitude, identique à elle-même. Son frère est venu. Je ne sais même pas s'il est parti. Et vous dites, tirez des conclusions de ça. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Hein. Comment passer d'une traçabilité, enfin, d'aller vers une traçabilité intelligente, par pitié. Mais il vaut mieux un petit mot tous les 2 mois d'une psychologue qui vous met un truc et dit oh, c'est une oasis. Les autres, mais rien. On a le poids. Se centrer sur le vécu, émotion, sentiment, impression, perception, humeur, le regard, la vision des choses, la vision de soi-même, la relation à soi. Comment vous voyez les autres par rapport aux événements? Moi, j'ai toujours ces 3 perspectives. Comment je me vois moi-même? Alors, avant, aujourd'hui, demain. Les autres, avant, aujourd'hui, demain. La relation aux événements. L'événement, pour moi, c'est accuser un courrier. Comment réagissez-vous quand vous avez un courrier qui est cherché à la poste? C'est très instructif. Moi, j'ai un patient, il n'a pas ouvert son courrier pendant 40 ans. Ça se paye. Un ingénieur. Bien distinguer, si on veut, des éléments sur le fait, le vécu, sur le vécu, sur des faits, et sur les opinions. Et selon comment on fonctionne, on est tantôt gouverné un peu plus par l'un que par l'autre. Vous connaissez des gens, ils n'ont que des opinions. Ouais, mais ça ne peut pas marcher, ça n'a jamais marché. Aristote disait, bon, c'est glacé, on ne fera pas. Hein. D'autres, c'est des faits. Hein. Il est venu à 13h13, il est reparti comme ceci, il a sali la moquette, il a renversé un verre d'eau, c'est lui, FEI, feuille de développement indésirable. Et puis des autres, c'est le vécu. Ah, mais j'en peux plus, mais je suis triste. Et les faits sont submergés par les émotions. Et quelquefois, il y a des conclusions. Donc c'est important cet équilibre de la gouvernance personnelle des patients. Comment vous êtes gouverné par les faits, par votre vécu et par les conclusions que vous tirez. Et c'est sûr que quand on délire, c'est sûr qu'on est surtout conduit par les idées et non pas par autre chose. Donc c'est important cette gouvernance personnelle de l'équilibrer. Et nous, en tant que soignants, on peut être plus ou moins. Hein, moi, j'ai des collègues qui sont plutôt... il y a toujours des opinions préétablies avant tout. Il faut les faire tomber et enfin on peut travailler. Alors, j'avais fait ça pour la police nationale, un petit peu un mur des lamentations, enfin un mur des lamentations. C'est le vécu, hein. Parce que souvent on a des mots un peu pauvres. Il ne va pas bien, il ne se pose pas, ça brasse, ça crôle, ça papillonne, etc. Même pour des personnes qui ont un petit vocabulaire, un choix délicat des mots pour noter les états mentaux est un acte très noble. Et d'ailleurs, les adverbes pour l'adjectif, profondément triste, extrêmement touché, etc. Montrer qu'on ne s'intéresse pas à vous paraissez, la surface, la peau, mais la profondeur de l'être. J'insiste sur ce côté. Il suffit de 2-3 fois. Voilà, c'est presque la pêche à la mouche. Ça vous a vraiment... C'était extrêmement dur. On me dit, on ne peut pas dire mieux. Et là, on peut passer à autre chose. Mais si on n'a pas dit ça, on n'a pas d'ancrage dans le monde du vécu pour aller ailleurs. Parce que l'impression de... Je ne suis pas écouté. Vous parlez peu dans l'entretien. Alors on parle quand on se présente, ensuite ouverture, on parle peu, on soutient la parole. Phase, le corps de l'entretien, on va faire de l'approfondissement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, et à la clôture, on commence à reprendre la construction du berceau thérapeutique, et c'est nous qui reprenons la parole. Et c'est pas dire « Ah, oh, c'est fini, bah, écoutez, on se reverra ». C'est un ventre non fermé pour un chirurgien.
Autant ouvrir peu pour bien fermer. Aujourd'hui, Madame Michu, je ne parlerai que des relations avec votre fils Michel. Et si vous me parlez d'autre chose, je saurai vous remettre sur ce sujet qui est essentiel dans votre thérapie. Vous avez compris? Oui. Docteur, il n'y a pas grand-chose à dire. Il me vole mon argent pour sa drogue. Parce que souvent, on fuit un sujet parce qu'il est trop douloureux. C'est comment on va traiter ça. La performance d'un clinicien se voit non pas à la qualité des réponses d'abord, mais la qualité des questions. Votre intelligence, c'est la qualité de vos questions. D'où l'importance du choix de ces questions, des questions qui vont, avec tact et respect, directement au but. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous a conduit à prendre rendez-vous? Dans quel état mental vous étiez? Où étiez-vous? Vous savez, j'étais pas loin de me jeter. Où étiez-vous? Au 7e. Qu'avez-vous fait? J'ai baissé mon volet déroulant pour ne pas sauter. Donc, j'ai fait beaucoup de visites à domicile pendant 10 ans avec T-Mobile, la tête et les jambes. On allait chez des personnes suicidaires et ils baissaient les rideaux, les volets. Mais vous n'aimez pas la lumière? Si, j'aime la lumière, mais ça m'évite de me jeter. Il faut aller à domicile pour le savoir. J'ai eu 2 patientes, elles mettaient des ficelles à leurs chevilles le soir, attachées au lit pour ne pas sauter la nuit. 2 enseignantes. À domicile. Qualité de transition, c'est l'art de changer de sujet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez exploré un sujet, comment on passe à l'autre, de façon délicatesse. Donc c'est vous qui conduisez l'entretien. C'est un entretien non directif, mais dirigé. Le mauvais pendant, c'est l'entretien très directif, non dirigé. Des centaines de questions, et personne ne sait où on va. C'est un mikado, sur la tête. Comme ça. Donc, vous parlez peu, mais de par la qualité de vos questions et de vos transitions, la personne sait que vous savez où vous allez. Vous n'êtes pas seul avec la personne, il y a une 3e personne entre vous deux, un référentiel de pratique et un entretien. Parce que l'entretien, c'est une personne. L'entretien, au début, c'est un petit embryon. Oui, pas bien, comme ça, puis ça se construit, un peu comme des cubes, des Rubik's Cube, non pas des Rubik's Cube, des Legos. Hein. On construit l'entretien, on voit l'entretien, ça construit. Et après, vous avez quelque chose entre vous et l'autre. Et c'est le professionnalisme qui est la meilleure chose entre soi et l'autre. Voilà, on n'est pas jamais 2 dans l'entretien, on est toujours avec un référentiel de pratique discret mais puissant. Discret mais puissant. Et notre attention pour la qualité des données. J'entends trop, encore hier matin, des propos d'un flou incroyable. Oui, une enfance difficile, ça ne va pas très bien, c'est compliqué. J'ai dit à mes patients, vous savez, madame, monsieur, vous avez utilisé en 3 minutes 15 fois compliqué. Vous me demandez un dossier de maladie professionnelle, on n'ira pas loin. J'irais même dire c'est compliqué. Attention, attention. Quand le cerveau est noyé par la souffrance, il y a 2-3 neurones et on répète. Donc comment aider nos patients à ne pas répéter? Expliquez-moi. Expliquez, vous savez, le mot expliquer, c'est l'éventail. Au départ, je dis aux patients, vous êtes comme un éventail fermé, replié, vous êtes dans la peur. Et là, on va parler et vous allez vous déployer, comme un éventail. Il y aura peut-être un côté santé mentale négative, et le côté santé mentale positive. Ça va équilibrer les choses. Mais l'éventail, expliquer, c'est déplier l'éventail. Donc, j'ai une haine des propos flous. Hein. Mais vraiment, c'est un RPS pour moi, risque psychosocial. Hein. Moi, j'avais un patient qui disait vite fait. Alors, comment vous allez? Vite fait. Et votre papa? Oh, vite fait. Ah, bon. Moi, je vous fais l'ordonnance, vite fait. Terrifiant. Une atrophie, oui, c'est. Vous marquez ça, mais c'est un non-soin. Heureusement, on ne le facturez pas. Hein. Tarif réduit pour le DIM. Hein. Ah, bien dormi. Ah, ça c'est.
Vous avez entendu dans les hôpitaux? Bien dormi? Si vous le dites. Bien dormi? Ouais. Enfin, réveillé pour la température, vous savez, hein, ça fait un froid. Alors, moi j'aime bien remplacer par avez-vous de la peine à trouver le sommeil? Vous savez que le sommeil se trouve comme l'anguille sous la roche. On le cherche. C'est l'angoisse, ça peut être l'éclosion délirante, l'accès hypomaniaque, c'est relié à la psychopathologie, c'est une question intéressante. Et puis deuxième question, avez-vous peine à le garder? C'est beaucoup la dépression. Réveil précoce. Est-ce que vous rêvez avant minuit? Oh oui, je me couche à 8 heures, à 11 heures je suis réveillé. Vous endormez, je ne peux pas. C'est comme s'il m'avait coupé les paupières. C'est comme s'il m'avait coupé les paupières, dit un patient. Je peux m'endormir qu'une fois par 24 heures. C'est une patiente que vous connaissez pour ça. Je peux m'endormir qu'une fois par 24 heures. Explorer le contenu de l'insomnie avant de l'endormir. D'où l'importance des équipes de nuit. Et des équipes de nuit ici? C'est chouette. Vous êtes toute seule? 2. Tout ce qui n'a pas été fait le jour se passe la nuit. Pas l'oublier. Il n'y a pas de résistance. Il y en a qui ronflent, il y en a qui dorment. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Les équipes de nuit, c'est un bonheur. C'est le fond d'œil de la psychiatrie. C'est le fond d'œil. C'est là où les choses sortent. Ben, je vous le dis. Vous refaites une nuit? Non. Ah bon, ben c'est... Vous revenez pas? Non, je prends... Écoutez, ne me cherchez pas. Quand vous revenez, ne me cherchez pas, c'est pas la peine. Est-ce que vous pourrez prier pour moi? Peut-être, oui. Et on explore la question, hein. On explore la question, s'il vous plaît. Fond d'œil psychopathologique où les résistances sont souvent moindres. Depuis quand? Ah ben ça. Depuis quand? Vous avez mal? Oui. Depuis quand? J'ai des idées, les martiens me parlent. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Qu'est-ce qu'on en fait tous ces depuis quand? Pas grand-chose. Je préfère par... Dans quelles circonstances ont apparu vos premières pensées, vos premières voix? Ça change tout. C'est comme un constat amiable, vous savez. On ne demande pas depuis quand, à quelle heure. On dit dans quelles circonstances c'est arrivé. J'étais pas bien, j'étais à l'étranger, les lumières étaient blafardes, j'étais seul, j'entendais pas ma langue maternelle. Tout d'un coup, j'ai l'impression que les néons me parlaient. Tout d'un coup, une grande main me suivait. J'ai senti que je devenais fou, mais fou. Je vais me jeter contre les voitures. Depuis quand? Ne donne pas la réponse. Oh, depuis mon voyage à l'étranger. Ah, vous avez fait des études? Oh, oui. Et comme ça, on est passé à côté du problème. Pourquoi? Mais pourquoi votre femme vous a quitté? Si je savais. Si on y tient absolument, on peut dire quelles sont les raisons qui auraient pu pousser votre tendre épouse à quitter le nid conjugal? Moi, je n'étais pas très fidèle, et puis l'alcool me rend vraiment méchant, hein, vous savez. Ah oui, je perds la tête. Attention, les pourquoi. Ça casse la tête, ça augmente l'irritation. C'est presque l'acathysie de l'aldol. Hein, presque l'acathysie de l'aldol. Écoutez, c'est bien. Le coton-tige, c'est beau. Un symbole de la qualité, c'est le coton-tige, un grand coton-tige d'1 mètre. Écoutez d'abord. Vous savez qu'on coupe la parole à nos patients. Hein, très vite, au bout de 8 secondes, 15 secondes, 20 secondes, ça change tout. Il y a une étude avec des généralistes qui montrent si on écoute 12 secondes ou 20, ça change tout. On n'a pas la même base de données. Et le problème, c'est que les gens ne retiennent pas. Vous l'avez déjà vu au téléphone. Oui, Jean-Louis Terra, l'appareil, d'accord, oui, j'aimerais ceci. Bon. Au fait, vous appelez comment? Terra, Jean-Louis. Oh, tu vous dis Terra Jean, ça fait plus court. Terra. Des passoires. Écoutez peu, retenir beaucoup.
des passoires. C'est hallucinant. Au fait, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu? Moi, ça fait 20 minutes qu'on se parle et vous me redemandez, on repart à zéro. C'est comme faire du ski de fond sans les pots de phoque. Du sur place. Avant de parler à quelqu'un, relire le dossier. C'est un de mes praticiens hospitaliers, ancien Supélec, Polytechnique et Supélec, qui, avant la veille de la consultation, relit tous ces dossiers. Pour le jour de la consultation, dès la première minute, on ne perd pas quelque chose. Donc notez à la fin de votre observation le dernier motif abordé, le dernier truc, et on recommence. La dernière fois, nous étions quittés sur votre peur des araignées rouges. Ça montre qu'il y a un fil conducteur, c'est facile. Entre, parce que ça ne s'arrête pas l'entretien pour le patient. Ça s'arrête pour nous, mais pas pour eux. Un patient, journaliste, m'avait dit « Acceptez, monsieur, l'idée, quand on s'est confié à vous, qu'on arrive à penser presque 100 heures par semaine à vous. » Pas d'érotomanie, hein. Non, 100 heures par semaine. Et vous pensez quoi? Est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est la bonne synthèse? Est-ce que vous saurez demander à un collègue si vous ne savez pas? Est-ce que vous n'avez pas été trop gentil et vous avez un peu caché mon pronostic réel? Etc. etc. J'avais fait intervenir au Majestic à Cannes 400 psychiatres parisiens. Ils sortaient les tickets de métro pour noter ce qu'ils lisaient. Incroyable. Ils lisaient les phrases, ce qu'on appelle, oui, les mots noirs, les phrases désespérantes, ce que j'appelle, vous verrez, les affections nosocomiales. Les affections nosocomiales, c'est les on verra. Est-ce que je pourrais à nouveau aimer? On verra. Est-ce que je vais m'en sortir? On verra. Vendeur de brouillard. Vendeur de brouillard. J'aimerais tant vous répondre, mais au moins l'intention. C'est l'intention qui compte. Un entretien n'est qu'un rapport d'intention. Donc, relire le dossier avant pour ne pas repartir en arrière. Nos patients ne sont pas des perroquets. Nous ne sommes pas des perroquets, nos patients non plus. Les gens sont épuisés de répéter. Mais j'ai déjà dit, vous le savez. Et à la fin, ils sont de plus en plus secs. Les affections nosocomiales, donc c'est des petits mots gentils, vous les connaissez, alors fruit de série de nos peurs, lassitude, impuissance, je sais, vous l'avez déjà dit, c'est noté, je n'ai pas oublié, on verra, ne vous inquiétez pas, bon courage. En cancérologie, bon courage. Non mais un de mes maîtres, hein, au dernier stade, il a tout lâché, l'infirmière et les soignantes partent avec des draps plein d'œufs, recule, bon courage, monsieur. Je rentre, l'odeur incroyable. Il me dit, Thérèse, j'ai entendu. Mais je ne vais pas me suicider. Rassurez-vous. En plus, il devait me rassurer. Mais le bon courage, j'ai entendu. Attention à ça. Attention. Quand les gens répètent, ils ont des choses à dire. On m'appelle un jour, pour venir un soir, un lundi soir, dans un service où il y a un décès par suicide. Je vois l'équipe de nuit, 23h, c'est correct, petite salle, pas très belle. Des gens tristes, expliquez-moi, dites-moi. Eh bien, elle était rentrée, elle était en SPDT, elle ne voulait pas parler, ni le jour ni la nuit. Il y a eu 3 jours, 3 nuits comme ça. On lui disait, mais madame, parlez-nous, on ne peut pas vous soigner si vous ne nous parlez pas, une équipe ultra gentille. Parlez-nous. Mais je ne devrais pas être là, je ne devrais pas être là. Mais madame, vous êtes là pour vous soigner. Oui, mais c'est lui qui devrait être là. Mais madame, ce n'est pas lui qui est là, ce n'est pas lui, celui qui a signé le papier. C'est vous. Mais madame, s'il a signé le papier, c'est pour votre bien. 4e minute se pend. Équipe de nuit, qu'est-ce qui vous empêche de travailler, de faire la psychiatrie? Qu'on a appris le matin, parce qu'on n'a pas pu rentrer chez nous, que le monsieur qui avait signé, c'était le monsieur qui avait abusé d'elle pendant toute l'enfance. On ne lui a pas dit, madame, qu'est-ce qui fait que vous insistez à ce point que c'est lui qui devrait être là, et non pas vous? À peu de choses, ça se joue. À peu de choses. Ça ne coûte pas cher, ça. Hein. Ça ne coûte pas cher. Et ça rapporte énormément. Suivez l'énergie de la personne.
prenez votre planche de surf AHSM et vous y allez sur le courant. Suivez, suivez, suivez. Néoprène, si les jours de grand froid. Hein. Mais les propos répétitifs, il y a des choses à entendre. Il y a des choses à entendre. Si on n'entend pas, si on ne répond pas, répondre aux questions. Vous connaissez la première question des patients. Quelle est la seule question qu'ils posent quand ils sont hospitalisés? Quand est-ce que je sors? C'est la suivante. Et là, je dis, excellente question. Il n'y a pas mieux, malheur aux équipes de psychiatrie dont les patients ne veulent pas sortir. Vous êtes d'accord? Hein, externement abusif, SPDRE, rejet. Ce n'est pas une réponse facile, mais néanmoins, on peut l'aborder. N'ayons pas peur de cette question. Enfin, je crois qu'on est financé, on existe pour ça, pour qu'ils sortent. On n'est pas payé pour qu'ils rentrent, on est d'ailleurs payé pour qu'ils sortent. Et les questions sous-jacentes, c'est quoi? C'est est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je pourrais aimer? Est-ce que je pourrais revivre? Est-ce que je pourrais exister? Quand? Comment? Alors, en général, moi, ce que je fais, merci pour votre question. Je vous félicite. Tout ce qui va se dérouler ici pour vous sortir rétabli le plus tôt possible, votre contribution à vos soins sera déterminante. Au boulot. Et pas couché attendant la mort. Hein. Se soigner, c'est bosser. C'est au moins 20 heures par semaine. Se soigner, c'est du travail. Se soigner, c'est du tremblement de terre distillé par différents soignants qui vous ébranlent dans vos convictions et des façons de faire. Il faut se rétablir, c'est du boulot. Et c'est fatigant. On voit à Psypro, on voit ailleurs, une journée de groupe, ils mettent 3 jours à récupérer. Parce que ça a bougé la maison. Ça a ébranlé leurs convictions, leur façon de voir. Mais quand est-ce que je sors? C'est la plus belle question. C'est un cadeau. Ouais, est-ce que je vais m'en sortir? Je suis intervenu en médecin de garde, quelquefois la nuit. Et les patients disaient, je leur dis, vous m'appelez, bon, je veux sortir. Je dis, vous sortez maintenant. 2 tiers me disaient, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas prêt. Mais je voulais simplement voir que je pouvais sortir un jour. Hein, s'il y avait, on pouvait ouvrir la porte, tout simplement. Oh non, mais je vais dormir maintenant, c'est bon, j'ai compris. Attention, hein, c'est magnifique, je veux m'en sortir, je veux sortir, filer la métaphore. Bien explorer une sphère avant d'aller, ne pas papillonner, hein, si vous visitez le Louvre, une salle après l'autre, hein, pas au pas de course. Demandez des détails si les propos sont généraux. Hein, la pire chose, la pire parole entendue, la pire horreur qu'on vous ait faite, la pire honte, la pire, voilà. Des repères chronologiques. Hein. Attention, je fais une conférence un jour, c'était à la Cité des Sciences. C'était bien. Et puis j'avais mon métro, j'attendais le dernier métro. Et une dame me demande, elle me parle des idées de suicide, elle me dit comme ça, le suicide, c'est génétique, pas génétique. Et puis alors, j'ai fait une question, j'étais fatigué, j'ai dit, mais avez-vous déjà pensé au suicide? Je croyais que c'était une bonne question à 23h, oui. Elle me dit, oui, peut-être, oui, embryon. Oui, maman a fait 2 fausses couches avant moi. Elle se moquait de moi. Quand vous dites, avez-vous déjà pensé, la personne scanne toute sa vie. Donc, est-ce que depuis qu'on s'est vu hier, les pensées de suicide sont revenues? Toujours une cale chronologique. Sinon, la personne ne peut pas répondre. Avez-vous déjà été halluciné? Oui. Des vitrines quelquefois incroyables. Oui, j'ai vu des trucs, j'ai halluciné. Une Ferrari un jour. Je ne comprends pas. Attention, les prénoms. Il faut que les prénoms des êtres chers flottent dans les atomes de vos couloirs, de vos bureaux. C'est votre femme, votre épouse, votre Sainte Marie, votre Marie Sainte. C'est important de noter. Nous ne travaillons pas que pour une personne, nous travaillons pour un village, pour un quartier.
pour un étage, pour une famille. Le PMSI n'en tient pas compte. Vous soignez une anorexique, vous aidez la boulangère. Ben oui, ben oui, ben oui. Vous l'oubliez. Si la base de données est trop incomplète, vous dites, vous m'en avez dit tellement peu que je ne peux pas exercer mon métier. J'ai besoin de parler à ceux qui vous connaissent. Ça m'est indispensable. Et je conseille vivement de voir le proche en présence du patient. Pourquoi? Parce que je suis intervenu dans des hôpitaux, en Suisse, on est un peu voisins, alors que l'équipe de psychiatrie remarquable voyait la famille, le patient s'est pendu à la maison. Persécuté, on parlait dans son dos. Mes parents me font une grossesse sombaire, ça s'appelle l'enfant dans le dos. Ils parlent de moi sans moi. Donc attention, grande prudence. Dans la mesure du possible, la personne est à l'entretien avec la famille. Je trouve que c'est un... Même si ça arrive une fois sur 1000, ça mérite cette précaution. Transition par référence, changement de sujet. C'est une transition qui est intéressante, c'est un peu technique, mais c'est... Tout à l'heure, vous m'avez parlé de ce sujet-là. Je ne l'ai pas abordé pour ne pas me disperser. Mais maintenant que nous avons bien abordé les relations avec, acceptez-vous que nous parlions de ce sujet-là. Ça montre que nous écoutons, retenons et ordonnons l'entretien. C'est nous qui conduisons. Les transitions par référence sont très, très précieuses. Moi, j'utilise constamment, c'est-à-dire, je me retiens. Sinon, c'est comme un chemin de randonnée. Oh, c'est joli, on va là. Oh, c'est joli, on va là. On tourne en rond. C'est la première cause de tourner en rond dans un entretien, c'est de prendre la première bifure à droite et à gauche. Donc, je garde le cap, et une fois que j'aurai exploré cette sphère, je proposerai d'aller sur cette autre sphère. Ça montre que l'on a une méthode entre soi et l'autre. J'accélère. Crise suicidaire, bon, je ne vais pas dire grand-chose, mais avoir des idées de suicide, ça ne veut rien dire, parce que ça peut être des idées, une intention, une programmation, une mise en œuvre. Moi, quelquefois, j'ai eu le patient de signe du foulard, il vient vous consulter, c'est en été, il a un petit foulard. Pourquoi? Parce qu'il a la marque de la corde, là. Le patient a des idées, pas que des idées, hein. Il a la marque de la corde. L'évaluation n'est pas la même. On recherche que dans les heures récentes, c'est-à-dire qu'on va prendre comme un livre, on lit la page avant pour préparer la page après. L'heure avant pour préparer l'heure après. La journée avant pour la journée après. Mais je ne déplie pas plus. La semaine avant pour préparer la semaine qui vient. Le mois avant pour le mois qui vient. C'est notre travail, ça, de verser des choses, de les étudier et de construire quelque chose. Poser le quand, vous l'avez compris, avant le comment. J'ai vu tellement de dossiers, comment, les armes, le truc, la pendaison, le truc comme ça. On ne posait pas quand. Des équipes qui disaient, nous savions tous qu'elle allait se suicider, mais aucun d'entre nous, 60 personnes, n'a demandé quand allez-vous le faire. Attention, le quand, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et c'est vraiment négligé. Bon, pour la crise suicidaire, un petit schéma qui est simple, on pourrait l'utiliser à Nice. Hein. Mais il y a les patients qui se débattent avec leurs problèmes. On dit, mais vous ne savez pas ce que vous voulez, vous les rentrez, vous les sortez, vous les prenez pas, vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein. Là, c'est de ça, ils disent. Et ils montent sur le toboggan en plastique rouge. Mouillé de larmes, vous savez qu'il faut essuyer les toboggans pour les enfants avant qu'ils... Parce que sinon, on va aux urgences. Hein. Et le toboggan rouge, c'est les clés suicidaires. Donc, il y en a qui sont en haut, idées, intention, programmation, mise en œuvre. En France, il y en a environ 2-3 millions qui ont des idées, 130 000 qui font une tentative et 9 000 qui meurent. Est-ce que votre patient est sur le toboggan? On a fait des études dans le service et puis dans d'autres services. On a vu que dans un service de psychiatrie, 30% des personnes hospitalisées un jour donné sont sur le toboggan. Et 40% sur le premier rendez-vous au CMP. 40%, 4 sur 10. Alors souvent, c'est des petites. Ils sont là. Ils sont en haut du toboggan, mais ils pourraient lâcher la main un peu.
Surtout quand on leur dit dans 6 mois. Ah, c'est urgent, s'il vous plaît, c'est urgent. Puis la secrétaire voit dans le journal, ah ben c'est le même nom là. Vendredi on a vu le même nom, puis dans le journal c'est le même nom. Dommage, hein. Pourtant j'ai essayé de négocier, hein, d'avoir un rendez-vous, mais c'est pas arrivé. Ça arrive, ça existe. Hein. Ça je vais passer. Alors comme dit Régis Debray, il y a plus dans le penseur que dans le... Il y a plus dans le pense-bête que dans le penseur, plus dans l'aide-mémoire que dans la mémoire. Régis Debray, ça vous dit quelque chose? Oui. Donc je fais des petits trucs comme ça un peu gras, oui, un peu lourds, pour marquer les esprits. Hein. Alors pour le cri suicidaire, tu te protégeras en protégeant l'autre et nous en te protégeant de tes peurs. Vous savez, est-ce que par moment vous auriez des petites idées un peu grises? Bon, ben, ça sera une petite question, petite réponse. Hein. Soit on sort le forceps et on dit maintenant, j'ai une question essentielle à vous poser. Est-ce que ces dernières heures, vous avez souffert au point, la vague, de penser au pire, mettre fin à vos jours? Il faut la vague de souffrance pour avoir le passeport pour poser la question. Si tu as ta tête à des jambes pour aller vers, les personnes suicidaires se cachent dans les placards comme les enfants qui jouent. Et ils ne vont pas sortir du placard. Il faut aller les chercher. Psy mobile. Rejoindre. Si tu dis je pense, tu ne sais pas. Pas toujours, mais vous avez compris. L'intuition n'est pas une évaluation. J'ai connu, vous l'avez tous connu, ah je ne le sens pas. Alors, parce que Fred me disait je ne le sens pas parce que je suis enrhumé, je ne me sens pas. C'est très borderline. Moi je dis borderline, non. Ginette, c'est borderline. Non. Ah, moi je sens le schizophrène, le peyote, là. Je sens le peyote. Les gens qui ont l'intuition, mais l'intuition n'est pas une évaluation. Il faut y aller. Attention, j'ai vu des personnes exercer qu'à l'intuition. Ils ont une assurance, mais... Enfin, ils n'ont pas d'assurance. L'insomnie, je dis, tu n'oublieras de moment des camps et ne reste pas seul malgré ta musculature. C'est-à-dire que si on a découvert une crise suicidaire, on ne reste pas seul. Il faut en parler avec une deuxième personne. Parce que si ça tourne mal, c'est redoutable. Bien séparer le recueil des informations, leur synthèse et les solutions. Demander à la personne si elle a tout dit. J'appelle ça les fonds de tiroir. Est-ce que vous auriez omis quelque chose qui serait essentiel pour que nous prenions de bonnes décisions? Oui, j'ai déjà tué un psychiatre. Ah, merci. Merci du tuyau. Merci. Quelquefois, les gens sortent du gros. Hein. Ou quelquefois, je vais dire, je dois vous dire que je suis sous anticoagulant. Ah, vous dites, ah, d'accord, bon, écoutez, on va renoncer à ça. Une solution trop rapide peut étouffer l'entretien, et ça, on le voit. Bon, écoutez, oui, je vous hospitalise. Non, je ne veux pas. Même si la solution est bonne, vous n'êtes pas crédible parce que la personne ne sait qu'elle n'a pas dit l'essentiel. Donc, comment vous pouvez raisonner, décider, alors qu'elle sait que vous n'avez que le 10e de l'info pertinente? Donc, c'est d'abord, est-ce que j'ai une base de données valide? Ensuite, nous allons passer aux solutions. Mais quelquefois, quand on a peur, on sort des solutions. Hein. Moi, j'ai vu des patients en salle d'attente, je dis hospitalisation. Vous aussi, peut-être, quelquefois. On le voit, on dit oh, il est mûr. Non, mais il est mûr. Et il faut refaire le truc. Quelquefois, on change d'avis complètement. Alors, je commence toujours par les solutions de la personne. L'entretien n'est pas fini. Et j'aime beaucoup demander qu'est-ce qui restera à l'entretien à 3h15, dans 3 jours, lorsque les isticots blancs vont revenir, c'est-à-dire les idées de suicide. Qu'est-ce que vous allez retenir de l'entretien? Ce n'est pas l'entretien qui est important, c'est ce qu'il en reste. Et il faut travailler, mais à fond là-dessus. Il y a des personnes, vous leur dites un truc, ça va rester 10 ans. Et d'autres, vous leur dites un truc, 1 heure après, il n'y a rien. D'où l'important des post-it, des pense-bêtes, des trucs. Enfin voilà, si vous avez un parfum, Sainte-Marie. Non mais il y a des petits outils.
un scotch pour les espagnolettes, Sainte-Marie avec... J'ai dit quelquefois, un de mes patients médecin, je lui dis, il veut sauter par la fenêtre, il habite où? J'ai dit, vous scotchez, oui. Il me dit, je ne sais pas si ça suffira. J'ai dit, mettez mon visage, ma bibine, ma trogne. Ah oui, c'est une idée, ça. C'est important de se prescrire dans la maison. Hein. Vous n'êtes pas allé dans la maison, mais vous êtes dans la maison. Et vous savez, tous ces patients qui gardent les petits rendez-vous. Des années, j'ai eu quelquefois des rendez-vous sur 20 ans, sur le même papier. Comme ça, c'est ça qui est précieux. Votre représentant chez moi, c'est ce bout de papier. Hein. Donc n'hésitez pas pour les goodies et les choses comme ça. Enfin, supposition 12. Il est intéressant d'explorer. Suite à notre entretien, si les voix venaient à nouveau vous pousser au pire, que feriez-vous en premier? Ben, je vous appelle. Alors, on donne son téléphone, on ne donne pas son téléphone, chacun fait sa philosophie. Moi, je donne mon téléphone. J'ai souvent eu un sous-usage, et quelquefois, il m'est arrivé d'entraîner mon patient à m'appeler en entretien. Je vous donne mon numéro de téléphone. Oui, mais c'est pas votre numéro. Je ne donne pas le numéro du pape, il est très occupé. Je donne mon numéro. C'est qu'il ne va pas m'appeler. Alors je dis, ben, vous m'appelez. Je dis quand? Ben non. Et on se parle. Alors, l'entretien, comment s'est passé? Intéressant, mais puissant. Parce que je vois ce qui reste, ce qu'il a retenu. Vous allez vous en sortir? Parce qu'ils auront le micro-trottoir à la maison. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? On prépare. Supposition 12. Si vous continuez à ne pas vous soigner, qu'est-ce qui pourrait arriver? Comment ça pourrait finir? Donc c'est quand même une lampe frontale pour explorer un avenir qui pourrait advenir, et ce qui est intéressant. Donc attention, le supposition 12, ça vaut de l'or. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, si j'étais ministre de la Santé, est-ce que je pourrais imposer une visite à domicile préparatoire à toute hospitalisation en psychiatrie, sauf urgence? Ayant fait des visites à domicile, j'en ai appris en 10 minutes, plus quelquefois qu'en 20 ans. L'hospitalisation ne dépend pas seulement de la gravité de la personne, parce que la famille est prévenante, prudente, dans une bonne ambiance, pas besoin d'hospitaliser. Dans d'autres, il faut l'exfiltrer le plus tôt possible. Donc il y a cette interaction comme ça. Le suivi intensif ambulatoire est une piste. Et ça évite de préparer une sortie puisqu'il n'y a pas d'entrée. Très économique. La préparation à la sortie, c'est le plus dur. Horrible. Imaginez le concert à l'arrivée. Ah, c'est sorti, t'ont lâché déjà. Bon, on te le dit maintenant que tu vas mieux. Ton oncle est mort. Hein. Quand est-ce qu'on l'enterre? Oh, tu crois qu'on t'a attendu hein? Puis tu sens que fais gaffe, il y a ton frère qui est revenu. Hein. Il est aux urgences. Il a pris les médicaments. Attention, videz la boîte aux lettres. Et je propose une sortie le mercredi. Pourquoi? Parce que la même équipe peut rappeler est-ce que vous êtes bien arrivé? Plutôt que le côté gastrique, vous savez, on se vide en fin de semaine, on se remplit le week-end, on se vide comme ça. Vous décalez de 3 jours, j'ai vu en endocrinologie, ça change tout. Ça change tout. Alors les familles ne sont pas d'accord, mais quand même, on peut insister. Ce n'est pas du harcèlement. Insister n'est pas du harcèlement. Hein. Pardon. J'ai raté celui-là, non? Non, j'ai dit ça. Alors, quelle est l'ambiance? Voilà. L'information des proches. Alors, je ne dis pas l'information des professionnels. Quand j'appelle dans un hôpital Jean-Louis Terra pour prendre des nouvelles de mes patients, je ne sais pas, mais je dois faire peur. Je dois terroriser, je ne sais pas, du monde. Oui, mais non, je ne peux pas. Non, mais je remplace le remplaçant. Ah non, mais ça devient obscène. Hein. Mais j'ose pas le faire. Hein. J'y vais, alors heureusement j'ai une infirmière là, qui me dit « Allez, Terra, on y va. On y va, on demande des nouvelles. » C'est incroyable.
Une famille m'avait dit, vous croyez qu'on peut dormir quand on a quelqu'un en chambre d'isolement? Non, on ne peut pas dormir, on se relaye. On fait des pauses, on fait des quarts. Mais tant qu'il n'est pas sorti d'isolement, on s'attend au pire. On ne peut pas. Attention. Attention aux familles qui attendent, qui arrivent après exténuées par l'attente. Si ça se passe mal, oh, ils sont projectifs. Oh, ils sont projectifs. Ah, mais je comprends mieux. Hein. Oh oui, c'est vraiment... Oh là là. On fait une thérapie familiale. Ah. Allez, conjuguer notre vision avec celle de la personne, alors passé, présent et jours à venir. Pensez que la semaine fait 168 heures, 7 fois 24. Eh bien oui. Donc c'est important d'avoir une vision comme ça, en mouvement, mon patient dans la semaine, les endormissements, les réveils précoces, les choses comme ceci, les rencontres, les bons... Nous sommes des agents d'avenir. Hein. Passer du temps liquide au temps solide, ça veut dire, écoutez, on se reverra, on verra, on se reverra, on verra. Donc, cette semaine, quel est votre programme thérapeutique? Est-ce qu'il y a une saillance de certains éléments? J'ai le kiné, j'ai ci, j'ai ça, j'ai le rendez-vous. Donc il faut débroussailler le brouillard des jours à venir pour mettre au jour les pas japonais de nos intentions thérapeutiques et d'accompagnement. Et nous sommes des poseurs de pas japonais. Un rendez-vous, un truc à faire. Je donne des délais à mes patients. Toute demi-journée, une BA, une bonne action. Un truc à faire en 5 minutes, vous avez 4 heures pour le faire. Mais à midi pétante, c'est fait. Donnez des trucs. J'ai un étudiant en médecine, je dis, mais vous pouvez pas expliquer à votre père combien... Oh, mon père est un médecin, c'est un vieux con. Je dis, pas d'insulte, s'il vous plaît. Pas d'insulte. Hein. Il ne comprendra pas. Je vous donne 48 heures pour lui expliquer. 1 heure après, il m'a dit, je mange avec lui à midi. Donnez des délais. Passez du temps liquide au temps solide. Ça ruisselle? Non. Ne gâchez pas le temps, il n'y en aura qu'un. Il n'y aura pas un deuxième jour pareil. Donc débroussailler, nous sommes des débroussailleurs, nous avons des sécateurs, nous avons tout ça. Et terminer par une évidence que, en tant que psychiatre travaillant en psychiatrie assez lourde, le médico-social, l'hôpital général, un hôpital de jour pour le burn-out, comme ça, je trouve que c'est pareil, ça ne change pas. C'est le même métier, c'est le même plaisir, c'est le même intérêt. C'est toujours interministériel, parce que nos patients n'ont pas seulement un organe malade, mais ils ont une image d'eux-mêmes, des relations aux autres. Nous sommes interministériels parce qu'il y a les finances, le logement, la sécurité, la nourriture, le voisinage, comme ça. Et c'est pour ça que le concept de nidiothérapie développé par un certain Guy Goodwin, hein, c'est-à-dire qu'il y a la psychothérapie institutionnelle, Racamier, Besançon, d'accord, mais faisons dans le nid de la cigogne, des cigogneaux, hein, faire en sorte qu'il y ait une convergence, hein, c'est-à-dire qu'un toi, théoïté, protège le moi, que les relations sociales, les relations aux autres soient saines, travailler l'ambiance hein, et l'environnement naturel ou semi-artificiel, hein, en résidence, en EHPAD, pour la personne. Et je crois que si on termine par une évidence, c'est fini. C'est fini. Merci.